Bonjour, mesdames et messieurs qui nous écoutez à distance, référents du plan français en circonscription, en département, en académie, animateurs d'ateliers, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de formation consacrée à la thématique de l'accompagnement. Avant de vous présenter la session et nos intervenants, je voudrais commencer cette session par des remerciements. Des remerciements aux animateurs d'ateliers et aux participants d'ateliers pour l'exceptionnelle efficacité de leur travail le 28 septembre, puisque nous avons eu plus de 100 remontées d'ateliers en l'espace d'une minute, exactement dans la minute qui était consacrée, dédiée à cette remontée, et ce qui nous a permis d'en prendre connaissance en temps réel et de vous faire les commentaires et les retours que nous avons pu faire en fin de session. Je voudrais aussi, pour cette organisation, remercier particulièrement Philippe Young, que vous ne voyez pas car il est actuellement derrière sa console, mais c'est lui qui préside à l'organisation technique, à la diffusion des images et du son, à la gestion des micros, et c'est un travail absolument indispensable, essentiel, et il le fait avec le sourire, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'efficacité. Concernant les remontées des ateliers qui ont été d'une très grande qualité, en plus d'être en temps voulu, l'essentiel c'est quand même aussi la qualité de ces remontées. Il me semble que vous auriez intérêt en académie, je crois qu'un certain nombre l'ont déjà fait, à mutualiser ce qui a été produit par les ateliers, de telle sorte que les réflexions des uns et des autres soient partagées avec l'ensemble des acteurs de l'académie. Pour ce que vous avez produit dans les deuxièmes parties d'ateliers, nous avions suggéré que vous les adressiez directement aux référents académiques et qu'ils puissent en faire la synthèse. Beaucoup d'entre eux l'ont déjà fait. Les ont posté ces synthèses sur leur espace de mutualisation de l'espace tribu des référents académiques. Un grand nombre d'entre eux aussi nous les ont adressés directement, nous les en remercions, mais sachez que vous pouvez, par vos référents académiques, prendre connaissance de ce qui a été produit dans d'autres académies grâce à ces dépôts sur l'espace de mutualisation. Je terminerai simplement ce petit retour de la session précédente pour vous dire que demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des référents académiques et nous ferons avec eux un bilan de ces deux sessions de formation du 28 septembre et du 6 octobre. Donc n'hésitez pas à leur faire remonter vos impressions à l'issue de ces deux sessions. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce que pour vous ce sont des points d'appui? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés techniques et lesquelles? Et quelles seraient vos suggestions, vos propositions pour les sessions à venir? Qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour vous aider mieux? Vous avez pu prendre connaissance du programme d'aujourd'hui, donc vous savez que cette session se déroulera en 4 temps. Dans un premier temps, j'aurai un échange avec Elisabeth Bauthier et Élise Vinel, qui sont à mes côtés ici, au sujet d'une expérience qu'elles ont pu mener d'accompagnement formatif d'une équipe d'enseignants du 19e arrondissement à Paris. À l'issue de cet échange, il y aura à nouveau un temps d'atelier et je remercie encore les animateurs d'atelier de prendre en charge à distance un tel travail avec des organisations pour les restitutions de synthèse qui sont égales à celles de la semaine dernière. Ensuite, vous aurez une intervention d'Aurélia Truong-Quang et Michel Chauvin, qui sont deux formateurs de l'Académie de Créteil et qui vont vous communiquer leur retour d'expérience sur l'utilisation de la vidéo en formation. Et dans le 4e temps de cet après-midi, nous reviendrons vers vous, Elisabeth Bauthier et Élise Vinel reviendront vers vous avec un retour sur les retours que vous-même aurez fait de vos ateliers et à nouveau peut-être des réactions, des points de vigilance, des recommandations et aussi une synthèse, des synthèses qui nous seront parvenues
du moins ce que nous pouvons faire dans le temps qui nous sera laissé pour le faire. J'ai peut-être oublié, Laetitia, une intervention entre la communication de Ria Truong-Quang et Michel Chauvin et notre retour des ateliers, une communication de Laetitia Martin qui, comme la semaine dernière, vous parlera de solutions techniques à vos problèmes techniques et vos problèmes de communication, notamment en cette période de Covid. Et cette fois-ci, vous indiquera et vous aidera à prendre connaissance d'outils qui sont cette fois des outils de communication entre les CPC référents français et les constellations. Voilà, donc nous aurons une après-midi bien chargée et nous allons sans plus attendre commencer ce temps de formation qui est un temps de formation des CPC référents français. Donc encore une fois, ce temps il est pour vous, nous y travaillons en pensant au travail que vous allez mener. N'hésitez pas à nous faire des retours via vos référents académiques. Madame Bauthier, Madame Vinel. Madame Bauthier, professeure d'université émérite, Madame Vinel, maître de conférence à Paris 8, vous avez eu l'occasion, l'opportunité, dans le cadre de votre travail, d'accompagner en formation une équipe d'enseignants du 19e arrondissement. Madame Bauthier, est-ce que vous pourriez nous poser le cadre de cette formation, nous indiquer comment ça a démarré, à quel besoin est-ce que votre intervention a répondu, pourquoi êtes-vous intervenu auprès de cette école du 19e arrondissement? Alors, nous sommes intervenus à la demande de l'école. C'est une situation relativement privilégiée. C'est-à-dire qu'on était sollicités. L'équipe de cette école s'était rendue compte qu'il y avait beaucoup de difficultés de compréhension dans beaucoup de domaines. La compréhension des albums, la compréhension des consignes de travail, la compréhension des situations de travail, de l'oral de la classe. Et donc, donc l'équipe s'est adressée au directeur de l'école, qui s'est adressé à nous au vu de ce qu'on fait dans notre équipe de recherche sur ces questions-là. Et il y a eu une convention avec l'Académie de Paris, initialement sur 2 ans. Et puis, il y a eu une 3e année qui était nécessaire, à la demande même des enseignants, pour synthétiser, formaliser, garder des traces. Il y avait une grande envie de faire retour. Je crois que c'est important, effectivement. Et en particulier, non pour transmettre, non pas pour que cette expérience ou leur pratique soit dupliquée, ça ce n'est pas possible, mais pour qu'au moins des gens sachent ce qui est possible de faire dans de telles situations. Mais alors, peut-être que je posais la question à Madame Vinel, pourquoi cette question spécifique de la compréhension? Ça nous intéresse en premier lieu dans le cadre du plan français parce que nous disons, nous avons beaucoup de remontées de terrain qui vont dans le sens d'une demande aussi des enseignants sur cette question. Nous disons qu'il est important que les enseignants choisissent leur thématique de formation, de façon à ce qu'ils s'engagent et que ce ne soit pas une formation subie, mais une formation dont ils sont pleinement acteurs. Alors, pourquoi, comment êtes-vous arrivé à ce thème de la compréhension? Était-ce une demande des enseignants spécifiquement, ou est-ce que vous les avez orientés sur cette demande? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, on ne les a pas du tout orientés sur cette demande-là. Comme l'a rappelé Elisabeth, ils observaient des difficultés de compréhension de manière générale chez leurs élèves et ils éprouvaient, eux, des difficultés dans leur manière d'enseigner la compréhension. Ils avaient l'impression de ne pas aller au fond des choses, de laisser un certain nombre d'élèves sur le bord du chemin. Ils avaient l'impression que les élèves ne progressaient pas. Et donc, il y avait vraiment une réelle volonté chez eux de traiter de cette question de la compréhension. Alors, il y avait à ce moment-là dans l'école plus de maîtres que de classes qui réfléchissait beaucoup à ces questions de compréhension et qui avait entamé un travail à la fois auprès des élèves de cycle 2 en travaillant sur la compréhension de textes narratifs,
mais également auprès des enseignants de cycle 3 en travaillant sur des activités décrochées, mais plutôt des activités d'inférence. Donc déjà, il y avait un travail qui était entamé sur la compréhension. Mais ils sentaient bien qu'il leur manquait des bases, notamment des références, des besoins de formation supplémentaire en compréhension. Mais alors, Madame Bautier, je reviens toujours un petit peu moi, à mon idée du plan français et au travail qui va s'engager dans les constellations. Une fois qu'on a déterminé comme ça une thématique de travail, alors la compréhension, c'est un objet quand même très très large, hein. Comment est-ce qu'on avance? J'imagine que dans le groupe des enseignants, tout le monde a une représentation, les représentations de ce que c'est la compréhension peuvent être un petit peu différentes, les besoins concernant certains objets de travail peuvent être différents. Comment est-ce qu'on avance à partir d'un thème aussi large que celui-là avec un groupe d'enseignants? Je ne vais pas répondre directement sur cette question de la compréhension parce que les divergences, il n'y en avait pas énormément sur la compréhension elle-même. Le discours dominant, c'est toujours aujourd'hui, il manque de vocabulaire, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Je parle des élèves évidemment. Et du coup, on se centre dans toutes les situations sur étudier le lexique, où on se centre aussi sur la compréhension du mot à mot des phrases, ou de la littérarité du texte. Bon, la compréhension littérale, évidemment, ne donnant pas toute satisfaction. Et donc c'était ça le problème, c'est qu'habituellement, et je crois qu'on peut quand même dépasser largement le cas de cette école, c'est que cette conception très minimaliste de la compréhension ne rend pas compte effectivement des difficultés des élèves qui portent sur une compréhension de qu'est-ce qu'un texte, quelle est l'intention du texte, qu'est-ce qui n'est pas dit dans le texte et qu'il faut pourtant formuler pour comprendre, et des choses de ce genre. En revanche, il y a eu, et c'est pour ça je modère là le caractère un peu privilégié et satisfaisant de notre sollicitation que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y avait des divergences réelles sur le rapport à la formation, le rapport à notre intervention, on peut dire, ou les attentes étaient divergentes. Il y avait des personnes qui considéraient qu'il fallait répondre à une demande ponctuelle, et j'allais presque dire en caricaturant, bien évidemment, ce qui n'est pas bien, mais pour le lendemain. On ne sait pas comment présenter un texte le lendemain, et on nous demandait de pouvoir le faire, alors qu'au contraire, un autre groupe dans cette école voulait revoir leur pratique ordinaire, réfléchir sur le long terme. Et donc, les divergences, elles étaient moins sur la compréhension que sur ce qu'on attendait de cet accompagnement. Dit. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait construire une culture commune pour construire une équipe qui travaille ensemble. Et du coup, c'est pas aussi simple que ça quand même, malgré le thème commun de la compréhension, c'est que le groupe qui voulait des réponses immédiates a fini par abandonner. On pourrait dire cela carrément. Abandonner, c'est pas parce que tout le monde a les mêmes problèmes qu'ils veulent les résoudre de la même manière, on va dire. Et donc ça a été un moment un peu difficile. Et donc on a construit cette culture commune, mais je vais sans doute avoir l'occasion d'y revenir, parce qu'il fallait quand même que justement on puisse partager des choses. Et la culture commune, elle a été faite de deux manières, on va y revenir, mais des apports, mais aussi surtout partir des questions qui se posaient en classe. C'est-à-dire que tout le monde ait les mêmes problèmes, les mêmes remarques, pas exactement bien évidemment, mais par exemple on a réussi à mettre en œuvre des leviers qui étaient très importants, c'est-à-dire que tout le monde était assez désemparé dans le choix des albums, par exemple. La thématique étant toujours le choix principal, ou du moins s'appeler aux enfants et s'appeler à l'enseignant, alors que ce n'est pas forcément cela qui est le plus important. Donc ce que nous avons fait, c'est de partir quand même de ce qui se passait dans les classes, de ce que les enseignants pouvaient en dire, ce qui obligeait une grande confiance
j'y reviendrai sans doute à la fin de notre intervention, une grande confiance entre les enseignants et avec les accompagnants, on pourrait dire, d'oser dire ça va pas très bien. Donc quand je fais ça, ça va pas très bien. C'est pas une position, une posture très facile à dire, et que ce soit avec des collègues ou avec des formateurs. Donc c'est cela qui nous a paru le plus important, de faire expliciter les problèmes, et comme il avait été important de faire expliciter les divergences d'attente par rapport à la formation. Ce que vous dites est très important, cette idée de confiance dans le groupe et du regard que l'on porte les uns et les autres sur les pratiques des uns et des autres. Je vais peut-être profiter de ce moment-là de notre échange pour indiquer qu'un article coécrit par les acteurs de cette formation va être mis à disposition sur l'espace magistère. Et un article qui reprend beaucoup de thématiques qui sont développées durant cet échange que nous avons avec Madame Bautier et Madame Vinel. Une fois que cette confiance est établie et que les conditions d'un regard croisé, en tout cas d'un regard collectif sur les difficultés de l'enseignement sont installées, Madame Vinel, est-ce que vous avez constaté des évolutions dans les pratiques des enseignants relativement à leur enseignement de la compréhension ? Est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se dégagent des nombreuses observations que vous avez faites ? Alors, on s'est rendu compte que, notamment au départ, les enseignants avaient des critères de choix des albums relativement, nous, que l'on qualifierait de flous. Par exemple, ils choisissaient les albums, comme l'a rappelé Elisabeth, en fonction de thématiques qui pouvaient être abordées durant l'année, en fonction de l'intérêt des élèves pour les albums ou les textes dans lesquels il y a des personnages principaux qui sont des enfants ou des animaux. Ce pouvait être aussi des choix d'albums en fonction des intérêts propres des enseignants. Ils affectionnent les albums qui comportent de l'humour, du second degré, ou alors ils pouvaient choisir les albums en fonction d'objectifs autres de travail, donc de la production d'écrits, ou d'autres choses, ou par exemple le travail autour de la ruse, on a eu. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure, ces textes proposés, qui étaient des textes relativement complexes, donc ça c'est une bonne chose que les enseignants proposent des textes complexes, parce que bien souvent, notamment les enseignants de REP ou de REP+, peuvent proposer des textes plutôt simples. Et donc, ils se sont rendus compte que ces textes complexes pouvaient poser difficulté à leurs élèves, et notamment du fait de la complexité narrative, linguistique, du fait de cette présence d'humour, de cette présence du second degré, ou de la présence, comme par exemple on l'a déjà évoqué, dans Plouf, l'album de Philippe Corentin, présence d'éléments culturels ou d'éléments de notions complexes, type le système de Pouilly ou le reflet par exemple, qui pouvaient poser problème aux élèves. Donc, au cours de la formation, les enseignants ont réussi à identifier les difficultés que pouvaient poser ces albums et non plus les choisir en fonction de leur intérêt propre ou de l'intérêt des élèves, mais davantage en fonction des activités cognitives qui pouvaient solliciter chez les élèves. Donc ils étaient d'autant plus à même d'identifier ce qui pouvait poser problème aux élèves et donc de leur proposer, toujours à partir de ces textes complexes, des activités cognitives qui sollicitaient réellement les élèves.
ils sont parvenus également à mieux faire les liens entre les activités qui pouvaient être réalisées à l'oral et les activités écrites, et notamment de compréhension écrite. Et ils ont davantage été en mesure de prendre conscience que c'est la nature des consignes de travail, et notamment la nature des questions posées aux élèves, qui allait modifier le travail cognitif des élèves et notamment les faire progresser en compréhension. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que les enseignants ont révolutionné leur manière, leurs critères de choix des albums, et aussi qu'ils ont profondément modifié le questionnement qu'ils proposaient aux élèves pour entrer dans l'activité de compréhension. Mais alors vous, de votre côté, en tant que formateur, est-ce que vous avez pu identifier des questions ou des tâches ou des activités que vous avez proposées aux enseignants pour les amener à évoluer? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs dans votre formation, dans ce que vous avez proposé comme formation? Oui, alors on était vraiment dans un échange. Hein. C'est pas nous qui proposions des choses et eux qui appliquaient. Donc à chaque fois, on essayait de faire prendre conscience aux enseignants des difficultés que pouvaient poser les activités ou les tâches qu'ils proposaient à faire aux élèves. Donc la question, d'ailleurs des questions posées, a été un objet de travail. Donc au départ, les enseignants posaient pour beaucoup des questions en qui, en quoi, des questions qui étaient souvent assez explicites, et au fur et à mesure du temps, ils ont pris conscience qu'il était peut-être davantage pertinent de poser des questions en comment, en pourquoi, en essayant de dire c'est l'histoire de qui, c'est l'histoire de quoi, et donc des questions qui sollicitaient davantage les élèves et qui les obligeaient davantage à identifier le sens global du texte, à distinguer ce qui pouvait être essentiel de ce qui pouvait être secondaire, et, chose importante également, à reformuler à partir d'une position énonciative différente de celle du personnage. Donc ça, dans un premier temps, ça a été ce travail autour de la compréhension. Ensuite, nous avons fait un travail ensemble autour de l'élaboration de résumés dans le but d'évaluer, entre guillemets, la compréhension des élèves. Donc ces résumés ont été produits à la fois à l'oral et à l'écrit, à partir de textes narratifs, comme ensuite à partir de textes documentaires ou de textes historiques. Donc c'était vraiment une activité levier de cette construction et de cette visibilisation des incompréhensions et des confusions chez les élèves. Donc cette activité de résumé a permis de mettre vraiment au jour les obstacles de compréhension que pouvaient rencontrer les élèves. Cette activité de résumé, c'est vous qui l'aviez proposée aux enseignants? Alors là, pour le coup, c'est nous qui l'avions proposé aux enseignants, parce qu'on sait que faire des résumés permet d'identifier ces difficultés chez les élèves. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans votre expérience, c'est de voir en tant que formateur, finalement, où s'est située votre intervention, non pas en donneur de leçons, bien entendu, non pas en expliquant comment il faut faire, mais en posant les bonnes questions, en proposant les tâches. Et alors peut-être, Madame Bottier, sur ce sujet de votre rôle en tant que formateur, vous êtes aussi et d'abord universitaire, chercheur. Quelles ont été les ressources au sens large, hein, c'est-à-dire à la fois vos ressources en termes de compétences professionnelles, mais aussi les ressources en termes de ressources qu'on peut télécharger, enfin je caricature un petit peu. Quelles ont été les ressources que vous avez été amenés à mobiliser dans l'accompagnement de ce groupe d'enseignants? Je ne réponds pas immédiatement à votre question parce que juste ce que vous avez dit avant me fait rebondir sur autre chose qui est
d'accord, on a été formatrice dans la circonstance, ce qui n'était pas tout à fait notre place habituellement, mais nous partagions tous l'envie de savoir comment allaient se passer les nouvelles manières de s'y prendre. Enfin, et ça, c'est important, je crois, y compris quand on est formateur, c'est-à-dire d'être surpris, enfin de se donner la possibilité de ne pas savoir si, on pourrait dire que nos recherches précédentes nous permettaient de faire des hypothèses, d'où l'idée du résumé, par exemple, que vient d'évoquer Élise. Vous disiez, mais nous ne savions pas avec certitude au départ, c'est pour ça que ça nous empêchait même d'être injonctifs, même avec élégance, mais de le faire pour dire, on va voir si ça marche. Parce qu'il faut toujours se dire que dans certaines circonstances, cette école a des élèves quand même en grande difficulté, et l'idée c'est toujours de dire, bon ben non, on va faire quelque chose de simple parce qu'ils ne sont pas capables de faire mieux, et donc nous-mêmes on dit, on va voir. Et je crois que cette ouverture, c'est pour ça que je réponds un tout petit peu à côté, dans un premier temps, à votre question, que cette idée d'ouverture, pour nous, y compris, on pourrait dire, formateurs-chercheurs, en des circonstances, et c'est pour ça que donner aussi aux enseignants une place dans la recherche, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils cherchent eux-mêmes quelles sont les bonnes pratiques, paraît très important. Alors, les ressources, il y avait... d'une part, des choses liées effectivement aux recherches de terrain que nous faisons dans les classes, pour dire que non, l'adaptation justement qui correspond à un affaiblissement des exigences n'est pas une bonne idée. Donc il y avait un certain nombre de choses importantes qui correspondaient aux résultats de nos travaux, qui valaient la peine d'être effectivement illustrées par ce qui se passait dans ces classes, mais également des ressources sur j'allais dire le langage, ce qui, dans le cas de la compréhension, paraît une évidence, mais de faire la distinction assez nette entre ce qui peut relever des questions, comme je le disais tout à l'heure au début, du lexique, de la syntaxe, c'est-à-dire de la langue, de ce qu'on continue d'appeler à la maîtrise de la langue, et ce qui, au contraire, correspond à l'usage cognitif, comme le disait Élise, du langage, c'est-à-dire le langage pour apprendre, le langage pour comprendre les questions qu'il faut se poser. Par exemple, beaucoup d'élèves ne se posaient pas de questions. Si on ne se pose pas de questions sur les textes pour soi-même, c'est-à-dire de découvrir ce qui va se passer, en fait, on lit mot à mot, et ça n'a pas d'intérêt d'une certaine manière, on est mal parti dans la compréhension. Donc, on a évidemment essayé de construire une meilleure connaissance chez les enseignants dans les domaines de la langue, du langage et de la compréhension, c'est la moindre des choses, étant donné qu'on était demandé là-dessus. Mais également, et ça, Élise vient de l'évoquer, je pense qu'il est très important que les enseignants soient plus à l'aise dans la compréhension des difficultés, des obstacles que rencontrent les élèves. Et on a fait un gros travail là-dessus, grâce à un autre type de ressources, moins scientifiques, qui est les ressources qu'apportaient les enseignants eux-mêmes en termes de production d'élèves, d'enregistrement quand c'était l'oral, évidemment, ou d'écrit. Je me souviens par exemple de découverte d'une séance où, là c'était encore dans le cycle 3 si j'ai bonne mémoire, où il y avait un passage bien connu de la pièce L'Avare de Molière, quand Argan découvre qu'on lui a volé sa cassette, ça dit des choses, j'espère, je pense, à beaucoup de ceux qui nous écoutent, et où Harpagon crie... je ne sais plus maintenant. Donc, je suis mort, je suis assassiné, on m'a volé ma cassette. C'est pour ça que j'avais besoin du je suis mort, je suis assassiné, c'est au secours aux voleurs, etc. Je suis mort, je suis assassiné, on m'a volé ma cassette, ou courir ou ne pas courir, etc. Et les enseignants ont eu beaucoup de surprises parce qu'on avait fait écrire donc aux élèves ce qu'ils pensaient de ce qui était arrivé à Harpagon. Et ça ne gênait pas une grande partie des élèves que Harpagon soit mort et parle quand même. Donc ça, la nécessité effectivement que nous avions là comme levier, deuxième levier, de travailler avec ce que nous donnaient les enseignants à analyser a été très important, je crois, parce qu'ils voyaient bien qu'on travaillait ensemble sur leurs problèmes professionnels, en quelque sorte. Et donc les enregistrements, les observations de classe, les productions des élèves nous ont bien aidés, en plus donc des savoirs plus théoriques ou plus savants, entre guillemets,
Et ça a permis de mettre ce que j'appelle une théorie en acte dans les pratiques. Je trouve que c'est particulièrement intéressant l'idée que vous amenez à ce moment-là de l'échange, le fait que les enseignants soient eux-mêmes, apportent eux-mêmes une ressource avec en fin de compte à la fois les productions d'élèves, mais les productions au sens large, c'est-à-dire aussi les difficultés qui s'expriment à travers ces productions et l'analyse qu'en font les enseignants. On va dire que ça... même demandé aux enseignants, et c'est pour ça qu'il faut une grande confiance quand même, à la fois dans le groupe et avec les formateurs, par exemple de classer en quelque sorte ces productions en fonction des difficultés qu'ils identifiaient. Et on a travaillé sur les classements qui ne correspondaient pas forcément aux difficultés qui constituent les plus gros obstacles à la compréhension. Et donc c'est cette manière qui est plus facile que de déverser des savoirs, mais d'étayer nos classements personnels, là, pour le coup en tant que formateur-chercheur, par rapport au classement de pratique et des programmes des enseignants. Mais alors, est-ce que d'avoir amené les enseignants à prendre conscience qu'ils étaient eux-mêmes pourvoyeurs de ressources, est-ce que ça a pu faire évoluer aussi leur représentation de la formation ? Je crois que oui. Enfin, là, la difficulté, je pense, c'est que, comme je le disais au tout début, en réponse à votre première question, ou à la deuxième, je ne sais plus maintenant, des enseignants acceptent plus ou moins bien, spontanément, entre guillemets, d'interroger leur pratique. Et il faut quand même qu'il y ait cette démarche, donc qui se fait en confiance, et je répète ce mot pour la 3e ou 4e fois, pour que des enseignants acceptent d'interroger leur pratique et de les mettre en question. Et si on ne met pas en question ces pratiques, on ne peut pas accepter une démarche de formation. Ce n'est pas très facile en tout cas. Et donc, il y a eu effectivement des changements assez profonds, une évolution progressive des enseignants, je crois, qui au départ étaient demandeurs, effectivement, n'ont pas de solution, justement, puisqu'on a gardé ce groupe qui était très intéressé par faire évoluer ces pratiques, mais néanmoins, il a fallu un peu de temps pour qu'ils s'autorisent à avoir envie d'initier des choses. Et ça, mais d'une certaine manière, cette progressivité dans la formation a permis que les changements soient profonds, réels. C'est-à-dire que les enseignants ne pouvaient plus, après, intervenir comme avant. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'il y a un moment où on est dans le vide, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi ce qu'on a fait jusqu'alors ne marche pas bien, mais qu'on n'est pas encore totalement à l'aise pour modifier les choses, même si nous allons toujours veiller, enfin je le crois, à dire tout le temps, mais attendez, il ne s'agit pas de changer la totalité de ce que vous faites. Je crois, quand tout à l'heure Élise disait qu'il suffisait de changer les questions, de passer de questions en qui ou quoi à des questions en comment et pourquoi, nous c'est l'histoire de quoi. C'est pas la révolution dans les pratiques enseignantes, ça, c'est changer les questions. Donc ces évolutions ont été progressives mais profondes, et peu à peu, chacun est devenu, vous l'évoquiez au tout début avant que nous intervenions, chacun est devenu aussi ressource pour les autres enseignants dans l'équipe. Ça a été aussi un moment assez important. Et c'était intéressant aussi parce que il fallait nécessairement qu'il y ait des choses qui marchent pour qu'on puisse continuer. Si évidemment ce qu'on essaie de faire ensemble ne marche pas bien, c'est pour ça que la connaissance des formateurs est relativement importante sur les questions, la circonstance de compréhension, parce que on savait qu'il y avait des choses qui allaient marcher nécessairement. Et il faut quand même qu'il y ait un minimum de réussite pour qu'on accepte qu'il y ait des tâtonnements qui échouent à certains moments, ou qui rendent les choses difficiles. Et je crois que les enseignants se sont mis peu à peu à identifier par eux-mêmes pourquoi ça ne marchait pas, certaines choses dans leur pratique, puisque ça a duré quand même plus de 2 ans, notre accompagnement. Et donc, ils ont effectivement, je crois que ça a été très important, changé de regard sur leurs élèves.
pu l'évoquer au début. Et attention, quand je dis changer de regard sur les élèves, c'est pas prendre en considération chaque individu pour lui-même, c'est pas ça, mais c'est se dire que bien qu'on pense que ces élèves sont en grande difficulté, ils étaient tout à fait capables de réussir des choses très difficiles. Et ce qui a été intéressant à un moment donné, c'est qu'ils ont même dit que c'était assez imprévisible, c'est-à-dire qu'ils pensaient que ceux qui maîtrisaient bien la langue et qui parlaient assez facilement réussiraient mieux que les autres, et ça a été le cas inverse pratiquement. C'est-à-dire que ceux qui étaient habitués à répondre bien aux questions de l'enseignant se sont trouvés plus en difficulté dès qu'on a posé des questions complexes et inversement. Donc ça a été un peu intéressant. Donc c'est cette idée que les enseignants s'apportent les uns aux autres, c'est pour ça que j'entendais votre remarque initiale. C'est important, et vous avez à plusieurs reprises évoqué l'idée de changement, mais alors peut-être Madame Vinel, prendre un peu de distance par rapport à tous ces petits changements là, qui viennent d'être évoqués. Finalement, c'est quoi changer ? À quoi est-ce que vous pouvez repérer, à quoi est-ce que nous pouvons repérer, à quoi est-ce que les enseignants repèrent qu'il y a un changement dans leur pratique ? Alors, pour nous pensons que changer, c'est être capable de passer de comment je fais maintenant pour enseigner, donc dans l'immédiateté, à quelles sont les priorités à enseigner pour que les élèves continuent à apprendre et continuent à progresser. Donc, comme l'a évoqué Elisabeth, c'est vraiment avoir un changement de regard sur le travail des élèves et sur les activités cognitives des élèves. Et donc, il nous semble que c'est également donc regarder donc, autrement ce travail et non pas le penser en termes de manque à combler, mais davantage en termes de comprendre les logiques des erreurs des élèves et ne pas les occulter ou ne pas essayer ou ne pas passer à côté de ces erreurs. Parce que ces erreurs ne sont jamais anodines et sont souvent significatives d'un grand nombre de choses. Comme l'évoquait Elisabeth, changer, ce n'est pas changer, faire la révolution, c'est changer des petites choses. C'est-à-dire, donc on l'a vu, hein, ce ne sont pas des grands changements au niveau des activités, mais c'est changer les activités cognitives que l'on propose aux élèves de réaliser. Et donc, c'est avancer par petits pas, mais ces petits pas qui sont en fait des grands pas pour les élèves. Et les enseignants, bien évidemment. Et au-delà de la simple question de la compréhension, est-ce que vous avez perçu qu'à travers, à l'issue de cette formation, ou au cours de cette formation, ou grâce à cette formation, on va dire, une formation menée collectivement, hein, puisque finalement tout le monde est un peu ressource pour les autres, est-ce qu'il y a des changements plus profonds chez les enseignants dans leur façon d'appréhender leur pratique que simplement sur, ce qui est déjà énorme hein, on est bien d'accord, mais que l'enseignement de la compréhension? Est-ce que ça déborde sur l'ensemble de leur enseignement? Alors, il me semble qu'il y a eu vraiment un changement individuel chez chaque enseignant, qu'il y avait, selon nous, il y avait chez ces enseignants une reprise du pouvoir d'agir sur leur propre pratique. Ils ne recevaient pas un certain nombre de choses qu'ils pouvaient avoir entendues ou qu'on pouvait leur avoir proposées, mais ils pouvaient réellement réfléchir à leur propre pratique de classe. Et donc on sentait qu'il y avait un certain sentiment de satisfaction, d'évolution et de vraiment avoir l'impression de servir à quelque chose. Donc ça, vraiment, individuellement, on a senti ce changement dans les pratiques des enseignants et dans leur manière de concevoir le métier. Ensuite, au niveau de l'impact des autres collègues,
ils nous ont dit que certains de leurs collègues, qui pouvaient être très réticents au départ vis-à-vis de la formation, pouvaient néanmoins, de manière informelle, leur poser des questions sur ce que l'on faisait ensemble ou ce que pouvaient mettre en place dans leur classe pour travailler la compréhension avec leurs élèves. Donc malgré tout, ça semait quand même des petits cailloux auprès des autres collègues. Mais on a senti qu'il pouvait y avoir également un clivage assez important et que cet engagement n'était pas forcément partagé par tous les enseignants, et donc du coup ça pouvait créer des tensions quand même vis-à-vis de l'école. Donc ça, il faut vraiment veiller à ça et faire en sorte que ce soit vraiment un travail, que ça concerne une équipe quand même, que les enseignants ne se sentent pas seuls à travailler, à avancer, à évoluer, parce qu'autrement ça peut vraiment créer des tensions au sein de l'équipe. Oui, il faut veiller à maintenir la cohésion au sein de l'équipe d'école. Oui, tout à fait. Pas d'un côté ceux qui s'engagent, qui travaillent, qui avancent, et puis les autres qui seraient d'affreux réfractaires à toute évolution. Tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que certains enseignants qui pouvaient être réfractaires au départ, donc qui avaient commencé à suivre la formation avec nous et qui ensuite, comme c'était un petit peu trop, selon eux, un petit peu trop violent dans leur changement, sont au final, au bout de 2 ans, revenus et ont vu que ce qu'ils avaient commencé à faire, au final, pouvait porter des fruits. Et donc, du coup, ils ont souhaité réintégrer la formation au bout d'un moment. Donc, l'importance de rester ouvert, à la fois ouvert aux idées, ouvert aux apports, mais aussi ouvert aux autres. Oui, tout à fait, complètement. Que le groupe soit toujours en capacité de recevoir des nouvelles ressources ou de nouvelles personnes. Oui, et puis il faut accepter que certains soient disposés à un moment donné. Je pense que ça c'est important, parce que là, les constellations qui vont s'engager, elles s'engagent pour cette année. Elles continueront de travailler ensemble à un rythme moins soutenu, mais elles se retrouveront les années suivantes. Il est important qu'elles ne fassent pas bande à part, voilà, qu'elles soient bien intégrées à l'ensemble des équipes d'école et qu'elles accueillent aussi les nouveaux enseignants qui arriveraient. Mais nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Madame Bauthier, vous êtes universitaire de grande expérience, vous avez connu de nombreuses situations de formation, je crois, sans doute aussi en tant que destinataire de la formation, mais souvent en termes de formateur. Est-ce que cette expérience, qui probablement fait suite aussi à d'autres, mais est-ce que ce format de formation vous paraît réellement différent ? En quoi est-ce qu'il vous paraît différent et intéressant ? Là, on vient d'en aborder un petit peu aussi certains dangers, certaines limites. Il faut faire attention, ce n'est pas le seul modèle à imposer. Mais en quoi vous paraît-il positif et efficace ? Ce qui n'exclut pas l'efficacité et la positivité d'autres modèles, mais celui-ci, en quoi est-il positif et efficace ? C'est sans commune mesure par rapport, en tout cas par une conférence ex cathedra devant un public large, parce qu'il donne cette forme donne la parole aux enseignants. Et on peut mieux comprendre, je crois, ainsi ce que j'appelle le problème professionnel. Deuxièmement, Élise a utilisé l'expression pouvoir d'agir sur son métier. Je crois que ces dernières années, pour des raisons qu'on ne développera pas ici, il y a eu une sorte de retrait chez l'enseignant, peut-être pour des raisons de formation, ou de formation initiale, ou de crainte, je n'en sais rien, ou de difficultés tout simplement accrues du métier ces dernières années. Une perte de prise d'initiative de l'enseignant, lambda, il ne faut jamais généraliser bien évidemment, mais les enseignants souvent appliquent davantage des schémas de classe, des schémas de cours qui leur sont conseillés souvent, y compris donc en formation initiale, et nous avons essayé, je crois, de leur redonner l'idée, l'envie
de construire aussi eux-mêmes des choses parce qu'ils en sont capables. Enfin, ils sont bac plus 5, ça n'est pas rien. Ils ont de l'expérience puisqu'ils étaient en formation continue. Et ils se sont sentis effectivement de nouveau en capacité de penser non seulement leur métier mais leur classe. Et ça, je pense que ça a été fondamental. Et ça prend du temps. Donc c'est un des avantages effectivement de ce type d'accompagnement. Que d'être moins prescriptif, on pourrait dire, qui sur le moment déstabilise par rapport à d'autres formules de formation qui sont plus prescriptives, mais qui, au bout du compte, apportent réellement des possibilités de meilleure adéquation des pratiques aux questions professionnelles. Donc ça permet aussi là d'être près de la classe. Je crois que c'est important, c'est lié sans doute à ce qui précède, mais pas seulement, c'est-à-dire on était vraiment dans des questions didactiques et pédagogiques, les deux, et je crois que ça c'est très important pour que les enseignants nous entendent. Effectivement, le défaut des conférences, c'est qu'on pense toujours que ceux qui les font sont très éloignés du terrain, et là au moins ça ne pouvait pas être le cas. Et donc, ce que je disais aussi, le fait de partir de la classe, là, enfin des questions professionnelles, comme vous le voulez, ça permet d'apporter des réponses, y compris théoriques, nécessaires. Enfin, théoriques au sens, on sait des choses sur telle question, et parfois dans la formation, ça n'avait pas été abordé pour une partie des enseignants présents. Et donc, ce n'est pas une théorie plaquée, comme souvent dans des grandes conférences, mais c'est une théorie au plus près de la classe. Et ça, je crois que c'est fondamental aussi. Il y a un changement qui est apparu et qui, je crois, enfin c'est personnel, ça c'est peut-être cette conception, enfin, je crois qu'on a partagé, Lise et moi, néanmoins, c'est que les enseignants, ça renvoie à la question un peu précédente que vous posiez, Namega, qui est de rendre un enseignement cohérent, j'allais dire, quelle que soit l'activité qui est proposée. Que ce soit, j'allais dire, des mathématiques, du français, n'importe lesquels, du lundi, j'allais dire au vendredi, que ces enseignants, grâce à donc, la durée et l'accompagnement, ont compris que ça valait la peine de présenter aux élèves non pas des choses, on pourrait dire, segmentées, dans l'emploi du temps c'est telle case, dans l'emploi du temps c'est telle autre case, mais de solliciter les élèves, donc du matin au soir et du lundi au vendredi, toujours sur les mêmes exigences dans toutes les disciplines pour que les élèves réactivent, on pourrait dire, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils apprennent à faire. Et ça n'est possible que, je crois, dans ce genre d'accompagnement, comme transformation, permettant ces transformations, c'est-à-dire de penser le métier dans sa cohérence, et non pas de dire, en compréhension, je fais ça, mais en mathématiques, je fais autre chose. Je regarde, j'évoque les mathématiques sans doute, mais je crois que, parce qu'en mathématiques, c'est comme en compréhension dans d'autres choses. C'est l'objet qui change, mais la manière de s'y prendre n'est pas aussi différente que ça. Je ne parle pas de l'épistémologie des disciplines, mais pour des élèves, en tout cas à ce niveau là, de la scolarité, on peut imaginer ça. Et je crois que cette mise en cohérence des activités, pour les enseignants comme pour les élèves, même si elle a été au départ vécue comme étant quand même un gros travail, et si certains des personnes qui nous écoutent ils vont voir cet article qui est dans Canopé, déposé, ou qui va être déposé dans Magistère, enfin, on verra plus tard. Au début, on peut le lire, trouver que ça leur demandait du travail, et au contraire, ensuite, on trouvait que c'était économique, puisque les démarches cognitives et de langage étaient les mêmes, quelle que soit l'activité. Donc je crois que ça, c'était important. Le temps long également a permis de tâtonner, d'expérimenter. Et je pense que ça, c'est toujours très important de ne pas parachuter des solutions. Également, je crois que, comment dire, il ne faut pas, quand on forme de cette manière-là, mais de n'importe quelle manière, je dirais, s'attendre à ce qu'il y ait des changements demain pour tout le monde. C'est-à-dire accepter que des personnes puissent se saisir de ce qu'on fait ensemble, mais ne s'en servent qu'un peu plus tard, quand ça aura été bien, j'allais dire, digéré, en quelque sorte, repensé par soi-même. Et donc, c'est un petit peu ce qu'évoquait tout à l'heure Élise,
des personnes qui apparemment ne bougeaient pas se sont mises, un an plus tard, à penser différemment. C'est long la formation, c'est long les changements. On pourrait même dire que plus on a d'ancienneté, à la fois plus on sait de choses, et plus c'est difficile de changer ses habitudes. Et donc c'est pour ça qu'il nous fallait, enfin tu peux intervenir bien évidemment Élie sur des questions si j'oublie des choses, mais il me semble que c'est sans commune mesure pour si ce qu'on vise c'est pas par exemple d'enseigner mieux tel, je parle également dans votre spécialité, j'allais dire telle situation mathématique, tel théorème, etc., que c'est pas ça, mais que c'est former des élèves à apprendre, quelles que soient les disciplines, ce type d'accompagnement est plus efficace, indéniablement. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que. Excusez-moi, Madame Mégard, j'ai juste oublié que également nous donnions du travail à faire. Vous donnez du travail à faire. Aux enseignants. Je me dis que c'est peut-être important de le dire. Ah oui, c'est important de le dire. Oui, et que ça, c'est dans la durée. C'était pas, personnellement, ce n'était pas ma première formation de ce genre d'un accompagnement continu sur 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et effectivement, pouvoir se retrouver d'une manière périodique en ayant eu à réfléchir à des choses, à avoir analysé sa classe, à apporter les documents qu'on a étudiés, enfin les productions d'élèves par exemple, ça me paraît très important de ne pas arriver à une session de formation sans avoir travaillé avant. Travailler n'est peut-être pas le bon terme, réfléchir. Du coup, c'était pas nous donnons du travail à faire, mais nous n'imposions rien. À chaque fois, c'était les enseignants. Vous allez y revenir. Voilà. Et Il y avait du travail à faire. Voilà. Et ensuite, on s'appuyait sur ces productions d'élèves, sur ces enregistrements de classe, pour échanger autour des difficultés rencontrées par les élèves ou des difficultés rencontrées par les enseignants. Je pense que ça, c'est une démarche qui s'inscrit bien dans les quelques recommandations que nous avons faites pour l'accompagnement des constellations, puisqu'il y a l'idée d'alterner des moments où on se retrouve tous ensemble à analyser, à travailler et à bénéficier de ressources, et des moments en classe où on expérimente et où le conseiller pédagogique rend visite aux enseignants et dans le meilleur des cas, lorsque c'est possible, lorsqu'un remplacement est possible, lorsqu'un arrangement est possible. Et évidemment, en éducation prioritaire renforcée, là où vous êtes intervenu, c'est possible, puisqu'il y a tous ces 18 demi-journées, mais dans les autres territoires, ce n'est pas toujours possible. Mais quand on peut s'arranger pour qu'il y ait quand même quelques visites croisées, oui, et lorsqu'on ne peut pas le faire, il y a la possibilité aussi de travailler ensemble sur des vidéos réalisées dans les classes, et c'est pour ça aussi que nous avons enchaîné dans cette journée un temps de présentation de l'usage de la vidéo. Il est temps maintenant de rejoindre les ateliers. Nous sommes un tout petit peu en retard, excusez-nous. Atelier autour de 2 questions. Première question, quels seraient pour vous les supports les plus pertinents pour amener les enseignants, les aider à questionner leurs pratiques? Deuxième question, sur quelles ressources, au sens large, s'appuyer pour suggérer des pistes de travail? N'oubliez pas, dans les fiches que nous vous demandons de vous faire remonter, d'indiquer sur quelle thématique, quel objet de travail, quel domaine du français vous allez étudier ces 2 questions. Elisabeth Bautier et Elise Vinel nous ont parlé d'un accompagnement sur la thématique de la compréhension, mais bien entendu, tout ce qu'elles ont dit est largement transférable à toutes les disciplines et en particulier à tous les domaines du français. Donc n'oubliez pas dans la feuille de bien nous indiquer quel thème de travail vous avez choisi. Ne passez pas trop de temps sur la formulation, c'est simplement pour qu'on ait une idée globale de votre sujet de travail. Et nous vous souhaitons un très bon travail. Merci encore aux animateurs d'atelier.